Mathieu Magnodex de la rédaction, Ariane Lavrieux, tu es notre journaliste en Égypte et tu es de passage à Paris. On est ravis de t'accueillir sur ce plateau, d'habitude c'est à distance. On va parler de la répression qui continue en Égypte contre les opposants politiques du président Al-Sisi. Des dizaines de milliers de prisonniers d'opinion seraient en prison selon les ONG et pour l'un d'entre eux, Rami Chahat, la mobilisation prend de l'ampleur en France, Mathieu. Oui, Valentine, Rami Chahat, il a 49 ans. Il est une des figures du mouvement de la place Tahrir en Égypte en 2011. Un militant politique des droits humains, également très engagé sur la question palestinienne. Il a été arrêté le 5 juillet 2019 au Caire. Et depuis, il est en prison. Et demain, 9 juin, pourrait être confirmé par les autorités égyptiennes son placement sur une liste, je cite, des entités et individus terroristes. Depuis des mois, une mobilisation internationale s'active pour sa libération, soutenue par exemple par le chanteur Peter Gabriel. Hi, this is Peter Gabriel in London, and I'm here to speak out for Rami Chahat. He's been detained for almost a year now, and without proper trial, without due legal process, along with probably thousands of other prisoners of conscience in Egypt. Mais aussi par d'autres personnalités comme l'intellectuel états-unien Noam Chomsky. Write to the Egyptian embassy in your own country to ask for release of Rami and all of the prisoners of conscience detained in Egypt. Free Rami Chahat. Mais le cœur de la mobilisation, eh bien, il est en France, puisque son épouse Céline Lebrun-Chahat est française. Avec Youmni Kezouf, on est allé la rencontrer hier dans son pavillon de la banlieue parisienne. Céline était avec lui ce jour-là au Caire, il y a 2 ans, quand la police a arrêté son mari. Une arrestation sans mandat dont elle se rappelle toute la violence. Assez de force si je n'obtempérais pas. Lorsque j'ai demandé à pouvoir appeler mon consulat parce que des hommes armés cagoulés se trouvaient dans mon appartement sans avoir présenté de mandat ni expliquer les raisons de leur visite, et qu'en plus on voulait saisir mes affaires, donc mon ordinateur, mon téléphone portable, etc. Lorsque j'ai demandé à appeler mon consulat, on m'a répondu « tu as 10 minutes pour faire une valise puisque tu vas appeler ton consulat et si tu refuses, eh bien on te prend tel que tu es et on t'emmène à l'aéroport ». La vie que j'avais construite pendant près de 8 ans a été balayée en l'espace de 30 minutes. Céline, qui vivait en Égypte depuis des années, a été expulsée. Depuis, Rami est en détention préventive sans qu'aucun procès n'ait eu lieu. Donc, mon mari est détenu aujourd'hui à la prison de Tora, dans une cellule de 25 mètres carrés avec à peu près 10 autres co-détenus. Ils dorment sur le sol, dans des conditions d'hygiène assez déplorables. Pendant presque 1 an avec des punaises de lit dans la cellule. Bien sûr, ils n'ont aussi aucune intimité. Dans cet espace confiné, ils se partagent une douche qui fait aussi office de toilette, puisqu'il y a un trou au milieu. Ça fait un peu plus d'1 an que tous les produits détergents ont été interdits, en plein milieu d'une pandémie. Les nouvelles sont rares et les lettres de Rami sont parfois très visiblement censurées. Voilà, ils ont commencé à être plus regardants et à lui dire voilà, là il y a certaines choses que tu as écrites qui ne nous conviennent pas, il faut les effacer. Et mon époux refusait de censurer ces lettres. Et donc je suis restée pendant plus d'1 mois sans lettres. Et puis après, les lettres ont commencé à me reparvenir, mais avec des ratures dessus. En fait, on a découvert que donc les autorités pénitentiaires censurent elles-mêmes du coup les lettres. D'après le sens des mots et de la lettre, quel genre d'information est censuré d'après ce qu'on peut deviner? Là c'est clairement où il commence à parler de sa santé. Donc il dit voilà, je vais bien, et puis après, on ne sait pas ce qu'il écrit. Alors Céline a réussi à retourner une fois en Égypte pour voir son mari. C'était en février dernier. 3 courtes visites dans la prison de Tora, un complexe de haute sécurité où sont détenus de nombreux prisonniers politiques. Et elle dément totalement, évidemment, les accusations de terrorisme dont son mari fait l'objet. Personne n'est dupe de ces accusations mensongères. Comme voilà, aujourd'hui, la lutte antiterroriste est utilisée par les autorités égyptiennes pour viser toute forme d'opposition pacifique légitime. Ni mon époux, ni ses avocats, ni nous, la famille, n'avons eu accès au dossier d'investigation de la sécurité d'État, sur la base duquel mon époux est censé être détenu. Or, par ailleurs, ce dossier d'investigation a été jugé irrecevable par la Cour, la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle égyptienne en 2015. Donc pourquoi est-ce que mon mari est aujourd'hui en prison ? Malheureusement, la seule raison, c'est son militantisme politique.
Alors Céline, on a entendu, n'a qu'un objectif, faire libérer Rami, son mari. Et pour cela, elle veut faire monter la pression. Des parlementaires européens ont signé une pétition. Et puis, il y a aussi des parlementaires français dans une lettre ouverte au président égyptien, publiée d'ailleurs sur Mediapart. Plus de 180 élus français, la plupart de gauche, mais aussi certains de la majorité, appellent aussi à sa libération. Alors le sort de Rami Chat, il est évoqué depuis des mois en fait entre l'Égypte et la France. Ce fut notamment le cas en décembre 2020. Tu t'en souviens, Valentine, très bien, lorsque le président égyptien Al-Sisi est venu en grande pompe à Paris. Une visite d'État, visite célébrée comme il se doit par la télévision officielle égyptienne. Un accueil en fanfare dans la cour de l'Élysée pour une soirée de gala au cours de laquelle Al-Sisi a été décoré de l'ordre de Grand Croix de la Légion d'honneur, Le cas Rami Chat, alors évoqué par le président français lors d'une conférence de presse avec Al-Sisi. Sur des listes de noms et nous continuons de pousser ce qui, je crois, est la manière la plus efficace à des libérations et à suivre avec bienveillance certains cas. J'ai évoqué celui de Rami Chat, qui est un cas que nous suivons aussi de manière très vigilante avec plusieurs autres. Avec cette précision de taille. Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord parce que je crois à la souveraineté des peuples et au respect de nos intérêts légitimes et réciproques. Ensuite parce que je pense qu'il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Un dialogue exigeant donc, mais surtout des milliards de contrats. Il y a quelques semaines, le site Disclose a révélé la signature d'un contrat, la vente à l'Égypte de 30 nouveaux avions Rafale. Une annonce que Céline a reçue comme une gifle. Il y a beaucoup de colère, bien sûr. Beaucoup de colère de savoir que justement la dernière image que ma maman aura vue avant de nous quitter il y a un peu plus d'un mois, c'est cette vente de Rafale. Et non pas Rami libre, qu'elle n'aura pas pu le serrer dans ses bras une dernière fois. Et ça me déçoit énormément quand la France entend représenter une force en matière de promotion et de défense des droits humains et des défenseurs des droits humains, comme ça a été la ligne politique annoncée par Emmanuel Macron et le ministère des Affaires étrangères. Or, aujourd'hui, comment défendre les droits humains et leurs défenseurs si on n'est pas prêt à mettre quoi que ce soit dans la balance? Et pour Céline, la France, c'est clair, doit conditionner ce contrat Rafale à la libération de Rami et des autres prisonniers. Ça doit être mis en avant davantage pour obtenir de ses alliés des progrès. C'est-à-dire conditionner la possibilité de la vente de ces Rafales à la libération de ces prisonniers. Oui, je le pense. Je pense que tout partenariat doit être basé sur des valeurs communes. Comme la liberté et la justice, la France peut et doit faire beaucoup mieux. Alors Valentine, ces contorsions de la France, c'est le moins qu'on puisse dire, elles n'étonnent pas du tout. Katia Roux, elle est chargée de plaidoyer à Amnesty International France, ONG qui a lancé une pétition pour la libération de Rami Chat, signée à ce jour par 50 000 personnes. La France, en faisant le choix de la diplomatie silencieuse, ne souhaite pas mettre à mal ses intérêts économiques et stratégiques en Égypte et son partenariat privilégié avec l'Égypte. Or, on sait qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une dénonciation forte, publique, assumée de la situation. Aujourd'hui, le partenariat stratégique de la France met au cœur les enjeux économiques et stratégiques. Les enjeux droits humains sont passés au deuxième plan et c'est absolument pas acceptable. Il faut que la France puisse dire très clairement aux autorités égyptiennes que le niveau de coopération ne peut pas être maintenu dans ce contexte de mépris total du droit international. La France qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, finit par accepter une répression qu'elle prétend condamner. Ce qui est mis en avant très souvent par la France, c'est l'argument de la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui est souvent rappelé dans le cadre de ce partenariat. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la définition même du terrorisme est étendue en Égypte à toute voie dissidente, pacifique, réelle ou supposée. Donc effectivement, cet argument qui vient justifier ce partenariat, qui vient justifier le soutien de la France inconditionnel à l'Égypte, ne tient pas. Et si ceux, justement, qui emprisonnent ces personnes se voient récompensés, eh bien, le message qui est envoyé est extrêmement glaçant et les conséquences sur ce qui reste, en fait, du mouvement pour les droits humains dans le pays vont être dévastatrices. Donc, effectivement, il y a une vraie contradiction là et la France devrait utiliser, justement, ses relations avec l'Égypte pour peser de tout son poids pour la libération de Rami et des autres. Alors une dernière chose, la mobilisation évidemment pour Rami Chat se poursuit. On peut signer d'ailleurs sur le site d'Amnesty International une pétition pour sa libération, vous la voyez s'afficher. Il y a aussi une semaine de solidarité prévue du 17 au 23 juin. Le 23 juin, c'est les 50 ans de Rami Chat, avec des mobilisations devant les ambassades d'Égypte à Washington, Madrid, Bruxelles et
Paris, ses 50 ans, Rami Chath les passera vraisemblablement loin de sa famille. Merci Mathieu. Ariane, tu suis ces questions de près. Est-ce que la France fait tout pour le faire libérer ? Son cas est évoqué en privé, en public, régulièrement par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui se rend régulièrement en Égypte, par Emmanuel Macron aussi. D'ailleurs, de plus en plus, au départ, ils étaient assez opposés à le faire publiquement. Mais on reste vraiment au niveau... Ça, c'est bon signe qu'il le fasse publiquement. Voilà, il y a une évolution en tout cas dans la pression qui est menée. En revanche, on reste au niveau du discours, de la requête polie. Un des moyens de pression possibles qui est évoqué par Céline Lebrun et par des ONG et qui est utilisé aussi parfois par les États-Unis, c'est de suspendre les contrats d'armement, les ventes d'armement, tant qu'il n'y a pas de libération. Mais ça, c'est une ligne rouge pour la France. Emmanuel Macron l'a dit en décembre dernier. Et un diplomate me disait, c'est impossible, on ne conditionnera jamais un dossier des droits de l'homme, aussi terrible soit-il, à des intérêts économiques, des gros contrats économiques. Ce que dit Katia Roux, Ariane, c'est que donc, la France soutient l'Égypte au nom de la lutte antiterroriste, et c'est cette lutte contre le terrorisme qui est systématiquement invoquée contre les opposants. Oui, et je pense que la diplomatie française, elle est consciente de ce paradoxe, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, en mars dernier, à l'ONU, elle a dénoncé elle-même la manipulation qui est faite par l'Égypte des lois antiterroristes pour réprimer les voix dissidentes. Et ça, c'était une des premières aussi depuis plusieurs années, depuis 2014. Mais voilà, il y a cette directive du chef de l'État et c'est compliqué de passer outre. Ce qu'il faut voir avec cette pommade de la lutte antiterroriste, en fait, c'est presque une formule magique qui permet à la fois à l'intérieur de réprimer tout le monde. Par exemple, vous êtes un médecin, vous critiquez l'État pour la pandémie, la mauvaise gestion de la pandémie, donc vous êtes contre l'État, vous êtes un terroriste. Voilà, ça permet de justifier une grande répression. Purge très large, quoi. Mais aussi sur la scène internationale, personne n'est contre la lutte antiterroriste. Donc ça permet d'obtenir une sorte de blanc-seing et de fermer toutes les critiques. Parce que des Rami Chath, il y en a beaucoup en Égypte avec un appareil de répression très sophistiqué. Tu parles de médecins, c'est très large. Il y a beaucoup de gens en prison. Oui, c'est vrai que son histoire, malheureusement, est d'une grande banalité. Il y a une ONG qui a recensé au moins 100 personnalités qui sont à peu près dans le même cas qu'Rami Chath, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais qui sont accusés d'actes terroristes. On a des libraires, une traductrice de la bibliothèque d'Alexandrie, des jeunes journalistes qui allaient couvrir des manifestations, des avocates féministes. Voilà, tout ce monde-là est en prison, est accusé de mettre en danger la sécurité nationale. Et ce qui est vraiment important dans le cas de l'Égypte, c'est pas une dérive. C'est pas un dérapage d'un État ou d'un dictateur qui serait devenu un petit peu fou et qui voudrait, qui aurait emprisonné un peu au hasard. Non, c'est un système organisé à une oppression permanente avec une justice et une police parallèle, une administration qui s'est mise en place, qui s'appelle la sécurité d'État et qui a routinisé l'arbitraire. Donc les détentions arbitraires sont devenues la règle pour les prisonniers d'opinion. Les disparitions forcées sont devenues un mode d'arrestation. Donc en gros, on vous kidnappe, on vous détient dans un lieu secret et on ne dit pas où vous êtes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, il n'y a plus de ligne rouge. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est attendu dimanche au Caire, juste après l'annonce des rafales, le business, quoi qu'il arrive. Oui, il y a des contrats civils, des projets de l'Agence française de développement qui seront probablement en discussion. Pour le président Sisi, c'est important aussi de voir le ministre de l'économie parce qu'il a un rôle important dans les contrats d'armement. Il faut savoir que l'Égypte n'achète pas cash comme ça 30 rafales. C'est beaucoup d'argent. Et donc, en fait, elle l'achète à crédit. Elle l'emprunte aux banques françaises. Et qui garantit ce prêt ? C'est l'État français. Oui, c'est ça qui est complètement fou dans cette histoire de rafales. Voilà. On leur vend des avions, la banque française prête de l'argent et c'est l'État français qui garantit le prêt. Et c'est garanti à 85% cette année, enfin pour le nouveau contrat Rafale. Le précédent contrat Rafale, pour les 24 premiers Rafales, c'était garanti à 60%. Donc déjà, il y a un engagement encore plus fort de l'État français cette année. Et donc tu suivras cette visite pour Mediapart et on reparlera sans doute de ces sujets dans L'air libre. Merci à tous les deux, merci à vous.